On peut commencer par prendre refuge et développer la motivation, chacun pour soi, en silence, pour cette session et pour l'après-midi. Merci. Donc en fait, on va essayer de revoir ce qui a été dit. Je vais reprendre mes notes. C'est un peu difficile. Mais avant, je voulais vous lire quelque chose que je trouvais dans ce livre. Je vous lis ça, ça peut donner une idée. Donc c'est une page, je vais essayer d'abréger. Donc les systèmes philosophiques du grand véhicule. Dans le grand véhicule, donc pour le système philosophique du grand véhicule, la profonde et subtile vacuité réalisée sur la voie du bodhisattva est une réalité ultime. Donc la réalité ultime, ou la vérité ultime, quelquefois on emploie vérité, quelquefois réalité, dans le Mahayana, c'est la bodhicitta, c'est la vacuité. Donc cette réalité ultime est un phénomène d'ordre négatif, comme on l'a vu. La simple absence d'un certain type de soi ou de substance, c'est-à-dire d'une certaine sorte d'existence dans les phénomènes. Les divers systèmes du grand véhicule ne s'accordent pas sur le type d'existence que nie la vacuité. Il y a différents gagja, objets de réfutation. Donc l'école de l'esprit seul, les Chittamatra, par exemple, affirment que la vacuité est l'absence de différence, d'entité, entre un objet et l'esprit qui l'appréhende. C'est de ça qu'on parle dans les Chittamatra, dans l'esprit seul. L'objet et l'esprit qui l'appréhende sont vides d'être des substances ou des entités différentes. Quelquefois des substances, quelquefois des entités différentes. Tandis que le système conséquentialiste de la voie du milieu, le Madhyamaka Prasangika, affirme que la vacuité est l'absence d'existence inhérente. Néanmoins, quelle que soit la manière dont ils le définissent, les systèmes philosophiques du grand véhicule s'accordent pour dire que la vacuité subtile est une réalité ultime et une qualité présente en tous les phénomènes. C'est-à-dire que tout ce qui existe, y compris la vacuité elle-même, est dépourvu de tout type d'existence que la vacuité nie. Donc, les réalités conventionnelles regroupent tous les phénomènes autres que la vacuité. Les tables, les chaises, etc. Donc tous ces phénomènes sont donc tout permanent et impermanent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, toujours cette dans les existences, cette grande distinction, parce qu'on n'a pas nous, on n'étudie pas Dura. Les moines dans les monastères, quand ils sont petits, ils passent des années à apprendre ces textes un peu préliminaires où il y a toutes les clés pour comprendre les grands textes. Et c'est ça qu'ils étudient. Ils étudient les classifications, par exemple, est distinct, négatif, affirmatif ou négatif, etc. Ça, ils apprennent quand ils sont petits. Après, quand ils lisent les textes, ils savent de quoi ça parle. Nous, on apprend tout en même temps, on ne sait pas tout ça. Donc, particulièrement, les divisions, les existants ou les bases établies, sont divisés en général en deux, les permanents et les impermanents, et avec tous les synonymes. Donc impermanent, un phénomène composé, efficient, produit, cause et effet, etc. Et permanent,
donc non composés, etc., non produits. Et il n'y avait que les Vaibhashika, vous vous rappelez, pour eux, tous les phénomènes qui existaient étaient des phénomènes efficients. Mais ça, c'est leur façon de définir les choses. Mais il n'y a qu'eux qui disent ça. En général, les phénomènes efficients, c'est des phénomènes impermanents qui font partie. Donc, c'est bien d'avoir toujours cette division-là. On l'a vu. Je pense que je vous avais donné un tableau au début de l'Aurigue. Vous avez eu un tableau avec cette division. C'est bien de garder ça en tête. Donc, les réalités conventionnelles regroupent tous les phénomènes autres que la vacuité. Tous ces phénomènes sont nécessairement vides, mais ils sont vides parce qu'il leur manque un certain type d'existence. Puisque les réalités conventionnelles ont pour qualité d'être vides, et puisque la vacuité est une réalité ultime, il s'ensuit que les réalités ultimes et les réalités conventionnelles sont des phénomènes distincts qui s'excluent mutuellement et existent de manière inséparable, étant réunis en une seule entité. Donc c'est ça en fait le fait ici qu'il veut dire. Ces deux réalités ou ces deux vérités conventionnelles et ultimes, parce qu'en fait les réalités conventionnelles ont pour qualité d'être vides. La vacuité c'est une réalité ultime. Donc ces deux vérités, c'est des phénomènes distincts qui s'excluent mutuellement. Si c'est l'un, ça ne peut pas être l'autre. Mais ils existent de manière inséparable, étant réunis en une seule entité. Ils sont une seule entité parce qu'ils sont inséparables, mais ils s'excluent mutuellement. C'est-à-dire si c'est l'un, ça ne peut pas être l'autre. Donc le sutra qui dévoile la pensée compare le rapport qu'il y a entre les deux vérités à la relation qui unit une conque blanche et sa blancheur, le poivre et son goût piquant, le coton et sa douceur, c'est-à-dire et les autres perles semblables. Donc une entité, mais des phénomènes différents. Donc de manière similaire, les Gelugpas soutiennent que ce n'est pas un paradoxe que les deux vérités puissent s'exclure mutuellement au sein d'une même entité. La vacuité est la qualité la plus élevée, la nature finale de tout phénomène. Juste, ça donne une idée générale. Donc, pour reprendre, je voulais reprendre les Chittamatra, peut-être essayer de reprendre. Je reprends mes notes, parce que aussi hier, ça a été assez vite, hier après-midi. Il y a des gens qui se sont plaints de ne pas pouvoir suivre et pas pouvoir prendre de notes. Moi-même, j'ai trouvé que ça allait assez vite, donc j'ai pris des notes, mais elles sont sûrement pas complètes. Mais bon, je vous propose de repartir, de survoler un peu ce qui a été dit dans les Chittamatra et suivez vos notes. Peut-être que vous avez des choses que moi, je n'ai pas mises. D'accord ? Non, les Chittamatra. Parce que on pourrait revoir les Suttantrika, mais on n'aura pas le temps de tout faire. Donc, parce que hier après-midi, c'était quoi? Il a commencé où, en fait? Hier après-midi. Bon, je ne sais pas où c'était l'après-midi. Les aspects. D'accord. Donc, on voit ça. Les Chittamatra, la définition d'un Chittamatra, un philosophe du Mahayana qui n'amenait pas les objets extérieurs, mais affirme l'existence réelle de l'auto-perception. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas les objets extérieurs. Un objet extérieur, c'est un objet qui serait la réunion grossière, un objet extérieur qui est la réunion grossière de ces parties. Et oui, donc n'accepte pas un objet extérieur. En fait, il n'accepte pas que l'objet, le conglomérat, et la perception qu'il appréhende soient des substances distinctes. Donc, un objet extérieur, c'est un objet qui existerait en fait indépendamment de la perception qui le perçoit, à l'extérieur.
Et cet objet, en fait, un tel objet n'existe pas pour eux. Hein. Un objet qui existerait de façon indépendante de la perception, et donc qui ferait que la perception, et cet objet et la perception qu'il appréhende sont des substances distinctes. Hein. D'après le Chittamatra, justement, ça c'est ce qui réfute dans la vue de la vacuité, hein, dans le non-soi des phénomènes. Le fait que la conscience et l'objet et la conscience soient des substances séparées ou des entités séparées. Hein. Ils disent que c'est la même entité en fait. Mais on voit tout, nous, à l'extérieur comme des objets extérieurs, et donc ils réfutent ça, ils n'acceptent pas les objets extérieurs. Donc ils admettent l'autoperception, affirment qu'elle existe réellement. Ils avancent la notion du non-soi des phénomènes, hein, qu'on n'a pas vu dans les 2 premières écoles. Hein. Comme on a dit, les écoles Hinayana n'acceptent pas le non-soi des phénomènes, mais Mahayana, c'est là qu'on commence à parler d'un non-soi des phénomènes. Donc, si c'est une base établie, cela n'existe pas en soi. Cela n'a pas d'existence en soi. C'est-à-dire tout ce qui existe. Une base établie, c'est des existants. Donc ici, on parle des partisans de l'aspect d'apparence véridique et de l'aspect fallacieux. Donc vous avez la définition à la page 16. Et Geshe l'a dit aussi, il y a une différence de subtilité entre les deux. Donc il a dit, ici je pense, si j'ai bien compris, ça s'adresse à la perception directe, une perception sensorielle directe. Et il a dit, un être ordinaire qui n'a pas réalisé la vacuité, en relation avec un objet. Donc il y a 4 facteurs ou 4 aspects à la perception directe qui réalisent cet objet. Et je pense qu'il parle d'une perception directe sensorielle. Par exemple, voir quelque chose. Il a donné l'exemple de la fleur, mais ça veut pas. Est-ce que ça exclut les autres directs? Je pense que ça s'adresse justement, oui, aux perceptions sensorielles. Donc, premièrement, la perception de l'objet, les 4 aspects. La perception de l'objet compact, grossier. Le deuxième, la fleur. Le troisième, la fleur est faite d'une substance distincte de la perception visuelle qui l'appréhende. Et le quatrième, la fleur est perçue comme existant par ses propres caractéristiques en tant que base à laquelle est appliqué le terme fleur. Donc ce qui apparaît à la quand on voit une fleur, voilà. C'est bien, on est dans les fleurs, c'est le printemps. ça aère un peu l'esprit. Donc, on voit la fleur, on voit comme un objet grossier, compact, je répète. On le voit fait d'une substance distincte de la perception visuelle qu'il appréhende. Déjà là, ça signale le gagja, l'objet à réfuter. Gagja tibétain, très important. L'objet à réfuter. On voit l'objet comme une substance distincte de la perception visuelle. Et on voit l'objet, la fleur aussi, comme existant par ses propres caractéristiques en tant que base à laquelle est appliqué le terme fleur. Là, ça, on en parle quand on parle du non-soi des phénomènes chez les Chittamatra. Le non-soi des phénomènes, c'est justement, ou le soi des phénomènes, c'est justement ça, ce qui est nié. L'objet à réfuter, c'est que un phénomène, justement, il est perçu comme existant de son côté, de son propre côté, par ses propres caractéristiques, comme la base du non. Là, quand je vois ça, c'est comme si je le vois, il est fait pour recevoir le non-réveil. Il a en lui ses caractéristiques pour être la base du non, pour être le référent du non-réveil. Et ça, justement, c'est le soi des phénomènes. Un des niveaux. On y vient un peu plus tard dans l'enseignement. Et l'autre niveau du non-soi des phénomènes, c'est ça, c'est que ce réveil, ou la fleur, j'ai un réveil là devant moi, le réveil, il est fait d'une substance distincte de la perception qui le perçoit, visuelle. Donc ça, c'est aussi le gagja, l'objet à réfuter. Parce que ça, c'est un soi des phénomènes. Et c'est ça qu'on nie quand on parle du non-soi des phénomènes chez les Chittamatra.
Alors, ces 4 apparences à la perception directe d'un être ordinaire, on la voit, je lis, donc on la voit établie comme la base pour son nom. Donc Geshe-la a un peu discuté ça. On voit la fleur comme établie comme la base pour son nom. Donc ça veut dire qu'avant que le nom ne soit donné, on ne dira pas c'est une fleur. Après, on verra la fleur. Oui. En fait, si c'était établi comme la base, pour son nom, ça veut dire que ça serait on saurait que c'est une fleur avant qu'on de donner le nom. Elle-même, ça serait une fleur. Avant que le nom ne soit donné, en fait, on ne peut pas dire que c'est une fleur. Ça vient du nom, le fait que ça soit une fleur. Ça ne vient pas de la base, par ses propres caractéristiques. C'est après qu'on donne le nom qu'on voit la fleur. Si c'était la base pour être une fleur par ses propres caractéristiques, ça ne devrait pas venir du nom qu'on lui donne, de l'esprit qui impute. Ça devrait être évident du côté de l'objet. Donc ici, on touche au gagja, oui, à l'objet à réfuter. Le fait que justement, ce n'est pas la base pour son nom. Donc ici, il y a les tenants de l'aspect véridique. Ils disent que l'apparence grossière n'est pas entachée par les empreintes de l'ignorance. Et ceux qui disent que les deuxièmes, donc les partisans de l'aspect fallacieux, disent, donc je vais tout lire, un Chittamatra qui considère une perception directe relevant du continuum d'un être ordinaire qui appréhende une forme, une fleur ou un réveil. Donc, n'est pas entaché, soit est entaché par les empreintes de l'ignorance. Quant à l'apparence grossière de cette forme, c'est-à-dire par rapport à l'objet qui apparaît. Je pense. L'apparence grossière que l'on voit. Donc, pourquoi ? Parce que la façon dont les choses... Et donc ici, on dit que les seconds, les partisans de l'aspect fallacieux, sont considérés comme ayant une vie plus subtile. Parce qu'ils disent que dans l'apparence, il y a quelque chose d'erroné. En fait, ceux qui disent, ils disent que une conception sensorielle directe est erronée. Ce qui lui apparaît, il y a quelque chose dans son apparence, dans son objet qui lui apparaît, qui est erroné, qui ne correspond pas à la réalité. Pourquoi ? Parce que... Pourquoi ? Il croit justement par rapport à ce qu'on a décrit tout à l'heure, qui touche en fait à l'objet de négation, il croit ce qu'il voit. Si on croit ce qu'on voit, on voit que ce réveil est fait d'une substance différente de l'esprit, et qu'il est la base par ses propres caractéristiques en lui-même pour recevoir ce nom. C'est-à-dire qu'il est qualifié pour être un réveil par son propre côté. Il a les caractéristiques d'un réveil sans dépendre d'un nom qu'on lui donne. Et ça qui apparaît à une conscience directe, sensorielle, donc ces aspects, c'est ça. Il y en a qui disent l'aspect véridique, ça veut dire il n'y a pas d'ignorance là-dedans, et les autres disent il y a une ignorance. Ça veut dire qu'ils questionnent déjà, ils questionnent l'apparence. Ils disent donc ce qui apparaît, on regarde ce qui apparaît à l'esprit, ils questionnent les modes d'apparence. Et c'est là qu'on se figure en fait qu'est-ce qu'on réfute. Donc, ici, toutes les perceptions sensorielles sont trompeuses par rapport à ce qui leur apparaît. Ensuite, il y avait 3 types de partisans de l'aspect véridique. De l'aspect véridique. Oui, c'est ça. Donc, il y a les tenants de l'égalité numérique, les tenants de la moitié d'œuf et les tenants de la non-pluralité. Donc, en bref, les premiers disent que si on a un objet multicolore, il y a autant de perceptions visuelles que de couleurs. Donc, on prenait un objet, il y a des... lorsqu'une conscience visuelle appréhende les couleurs bariolées de l'aile d'un papillon, du côté de l'objet, il y a différents aspects
Il y a les différents aspects. Et du sujet, c'est-à-dire la conscience, il y a différentes consciences. Chacune appréhende un objet différent, un aspect différent, de couleurs différentes. Et c'est pour ça qu'ils disent l'égalité numérique entre l'objet et les sujets percevants. Et les autres, ils disent que, en fait, il y a une seule perception visuelle qui prend l'aspect de la polychromie, c'est-à-dire qui prend ce qui apparaît, c'est un objet bariolé. Quand un phénomène est appréhendé, du côté de l'objet, chacun des différents aspects est présent. Donc il y a différents aspects du côté de l'objet, c'est bariolé, il y a du bleu, du jaune, etc. Mais du côté du sujet, il n'y a pas plusieurs aspects, il n'y a pas plusieurs consciences visuelles. Donc du côté du sujet ne sont pas produits tous ces aspects. Donc, Geshe-la a dit, ce que j'ai noté en tout cas, c'est qu'il y a une seule perception visuelle qui prend l'aspect d'un objet bariolé. Et le troisième, c'est que des deux côtés, il y a un seul aspect. L'objet se manifeste par un aspect d'un objet, un objet bariolé, et la conscience, une conscience qui appréhende un objet bariolé. Bon, ça c'est des détails un peu techniques. Donc, l'étymologie. Après, il y a une discussion là qui est pas, oui. Il y avait une discussion par rapport à fallacieux. Fallacieux, donc je vais lire. Quand on dit fallacieux, vous me dites si vous avez noté autre chose, mais d'après ce que j'ai compris, et entaché par les empreintes de l'ignorance. Alors, il y a deux façons de considérer les souillures chez les fallacieux. Il y a deux interprétations, d'après ce que j'ai compris. Il y a deux interprétations. Alors, A et B. A, l'interprétation. Chez les fallacieux, il y en a deux types, les entachés ou les non entachés, c'est ça? Et donc, la première interprétation, c'est que oui, ouais, j'ai noté aussi, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ils considèrent qu'il y a une souillure. Les entachés considèrent qu'il y a une souillure. Oui, alors ils considèrent qu'il y a une souillure. La pollution est par rapport à la nature même de l'esprit. Alors, il y a deux interprétations. Une, c'est que ceux qui disent que c'est entaché, ils disent qu'arriver à la bouddhéité, l'apparence de l'objet à un Bouddha a un caractère trompeur. Et elle est donc entachée de cette façon-là. Et les autres ceux qui disent que c'est pas entaché, disent que pour un Bouddha, les apparences des objets ne peuvent pas être trompeuses. Ça, c'est la première interprétation. Mais Geshe-la a dit, bon, cette interprétation, on ne la retient pas parce qu'en fait, la deuxième, elle a plus de sens. La deuxième interprétation, c'est que la souillure est au niveau de la nature de l'esprit. Donc, soit l'esprit est entaché, ou alors ce n'est pas le cas que l'esprit soit entaché par les souillures. C'est ça l'interprétation. Donc, on retient. Donc les fallacieux qui prennent la souillure, ils vont dire que quand une conscience principale entourée de facteurs mentaux avec tous les facteurs perturbateurs, ils vont considérer que la conscience principale est entachée ou contaminée par la présence de la saisie du soi et les autres. Mais cela qu'elle s'élève de la nature de la saisie du soi, elle est contaminée parce que la nature elle-même s'élève dans la nature de la saisie du soi, etc. et des perturbations. Mais elle se décontamine et elle n'est plus entachée à l'état de Bouddha. C'est-à-dire que l'esprit peut se débarrasser de toutes les pollutions, de tous les voiles quand même. Pour que s'élèvent des apparences trompeuses, les graines doivent être présentes. Tandis que ceux qui prônent la nature de l'esprit n'est pas entachée de façon inhérente. Les autres, ils disent que les pollutions, si elles faisaient partie intégrante de l'esprit, ils ne pourraient pas en être séparés. Et donc, ces deux interprétations, de toute façon, ici, par rapport à la souillure et par rapport à la nature de l'esprit, alors est-ce que ça fait vraiment partie de la nature de l'esprit ou pas? Finalement, de toute façon, elles arrivent au même résultat qu'un Bouddha est sans souillure. Et c'est ça, on va en arriver là. Donc, tout est bien. Donc, après, Geshe-la a parlé de l'étymologie.
Pourquoi ils sont appelés Citamatra, Citamatrin. Et après, on a parlé donc du mode d'assertion des objets. De type d'objets, les vérités ultimes, les vérités conventionnelles. Donc, quand on parle des bases, du chemin et du résultat. Hein. Dans les bases, c'est les deux vérités. Ça veut dire que tout est inclus dans les deux vérités. Hein. Après, il y a d'autres textes qui élaborent différemment. Par exemple, si vous allez avoir le polycopier, là, le transcrit des enseignements de Geshe Tengye. Geshe Tengye, c'est pas le même texte racine qui commente. Hein. C'est aussi donc Drupta, et c'est aussi quelque chose qu'on étudie chez les Gelugpa, mais c'est un autre auteur, donc vous allez voir, c'est un peu différent. Hein. De toute façon, il faut s'attendre à des différences. Mais bon. Mais à la base, c'est la même chose. Ouais. Quand on parle de base, on ne parle pas de vue. Non. Quand on parle de base, je répétais. Ouais. Tu n'avais pas le micro, il faut prendre le micro. Mais quand on parle de base, on parle de tous les phénomènes qui existent, de la forme jusqu'à l'état d'éveil. Hein. Non, on parle juste de ce qui est. Oui, après, c'est défini de différentes façons. Tu vois. C'est ce qui existe, mais bon, c'est vu de différentes façons, oui. Ben oui, tout est une vue, mais bon, à ce stade-là, on ne se pose pas cette question-là. La base, c'est ce avec quoi on a affaire, tout ce qui existe, si tu veux. En commençant par la forme jusqu'à l'état de Bouddha. Tout ce qui inclut. C'est ça, tout ça, tu vois. Bon, après, oui, tu peux dire il y a une vue, parce que, bon, ici, on parle des deux vérités, mais donc, les différentes écoles vont les définir de différentes façons. Mais après, une façon de définir les bases, tu as par exemple les 5 agrégats, les 12 sources, les 18 constituants, etc., tu vois. Tout ça, ça fait partie des bases. Hein. Donc, on ne dit pas normalement les bases que c'est une vue. Oui, si tu expliques, si tu cherches un peu... Tu peux dire, oui, on a chacun une vue et tout ça, mais ici, on parle juste de ce qu'on a, tu vois, la forme, les consciences, tout ce qu'on perçoit et tout ça. Hein. Donc, ces deux vérités, c'est une façon de parler. Tous les phénomènes sont inclus. Hein. La définition d'une vérité ultime est ce qui est réalisé par la perception avérée directe et qui le réalise directement par la disparition de l'apparence dualiste. C'est écrit, hein, déjà, ça. Parce que je te vois là qui panique. Alors, autrement dit, je l'ai pioché ailleurs, ça, hein, un objet réalisé par une perception avérée, donc correcte, qui analyse de façon ultime. C'est ça, une vérité ultime. Un objet réalisé, ça c'est dans le transcrit de Geshe Tengye, je crois, ou je ne sais plus où je l'ai trouvé. Un objet réalisé par une perception avérée, donc correcte, qui analyse de façon ultime. Donc ici, donc il y a des synonymes, hein, vérité ultime, réalité, sphère de réalité, mode d'existence ultime, la vacuité en fait. Hein. La vérité ultime, c'est la vacuité. Donc, oui, c'est ce qui est réalisé par la perception avérée directe, qui le réalise directement, hein, par la perception avérée directe, lorsque disparaît l'apparence dualiste. Hein. Et donc cette apparence dualiste, on en a non, c'est là qu'il a expliqué chez là. Hein. La perception avérée directe, c'est le sujet principal qui va réaliser la vacuité. Hein. Ici, on parle du sujet principal. Hein. Comment ? Oui, exactement. Une directe yogique. Ouais. Lorsqu'elle se produit, c'est-à-dire un équilibre méditatif, donc il n'y a aucune... C'est le sujet principal qui réalise la vacuité, la perception avérée directe, donc yogique, puisque c'est la vacuité, oui. Hein, auquel il n'y a aucune apparence dualiste. Lorsqu'on parle d'apparence dualiste, on décrit 3 types d'apparence. Premièrement, apparence d'un phénomène conventionnel. Tout ce qu'on voit de conventionnel. Ici, il faut bien voir, l'ultime, c'est la vacuité, tout le reste, c'est des phénomènes conventionnels. Donc, une apparence d'un phénomène conventionnel, hein, c'est une apparence dualiste. L'apparence de l'existence réelle,
ici de l'objet à réfuter, c'est une apparence dualiste. Et troisièmement, la perception duelle d'un objet et d'un sujet, qui sont différents, qui ont des substances ou des entités différentes. Ça fait partie aussi de l'apparence duelle, dualiste. Donc, à la perception, pardon, tu veux dire quelque chose, parce que c'est embêtant si tu parles en même temps, parce qu'en même temps, vous écoutez pas. Tu voulais dire quelque chose? La différence entre le premier et le deuxième. Je cerne mal la différence, il faut parler dans le micro, je répète, pour les gens qui sont derrière la caméra. Tu dis l'apparence de phénomène conventionnel, l'apparence de l'existence réelle. Tu vois pas la différence. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Ouais. Tu peux poser la question, si tu veux, sur un papier. Quand on voit, par exemple, quand je vois le réveil, je vois un phénomène... ouais, il parle. Je vois un phénomène conventionnel. Est-ce que je vois l'objet à réfuter? Le réveil, c'est pas un objet à réfuter. C'est pas un objet à réfuter, le réveil. En même temps, je le vois comme existant réellement. Mais je sais pas. Donc, à la perception à laquelle apparaît la vacuité directement, les phénomènes conventionnels n'apparaissent pas. Et l'esprit, la conscience qui réalise la vacuité et la vacuité sont la même chose. Ils sont comme de l'eau versée dans de l'eau. Donc, selon les contextes, non-dualiste peut faire référence à l'un ou l'autre de ces trois, mais ici, on parle de ces trois aspects. Donc, quand on parle que l'apparence dualiste disparaît, quand la vérité ultime, c'est l'objet qui est réalisé par une perception directe, lorsque l'apparence dualiste a disparu, on fait référence à ces trois aspects dans ce qui a disparu, les trois types d'apparence dualiste. Donc ces trois ont disparu. Alors, en fait, Geshe a dit, dans le deuxième, dans l'apparence de l'existence réelle, disparaît, ça veut dire qu'il y a disparition de l'apparence, oui, de l'objet à réfuter, c'est de l'existence réelle, quand on réalise la vacuité. C'est pas pareil, parce que quand l'existence réelle disparaît, tu réalises la vacuité, parce que c'est le gagja, l'objet nié, qui disparaît. Donc tu réalises quand cet aspect de dualité disparaît, tu réalises la vacuité. Mais quand c'est un objet conventionnel qui disparaît, tu réalises pas forcément la vacuité. Ça veut dire que pour cet esprit qui réalise la vacuité, il n'y a aucun phénomène conventionnel qui apparaît. En fait, plus rien n'apparaît. Rien que la vacuité. Et elle apparaît... donc il n'y a que la vacuité qui apparaît. En plus, il y a la dualité d'existence réelle qui disparaît. Ça veut dire que l'objet à nier, l'objet à réfuter a disparu. Donc il réalise l'absence d'existence réelle. Et la perception duelle de l'objet et sujet disparaissent, ce qui veut dire que la vacuité et l'esprit sont la même chose, apparaissent comme étant la même chose à cette personne. C'est-à-dire cette personne ne se dit pas « Ah, je réalise la vacuité ». Il ne voit pas une conscience qui réalise la vacuité. Il y a non-dualité. Donc ce qui est réalisé, et là je n'ai pas tout mis, on parle de vacuité. Donc j'ai posé une question à Geshe-la, parce que quelquefois ici on parle de vacuité. On n'a pas parlé de vacuité dans les deux premières écoles. On a parlé du non-soi. Et donc, on fait une différence entre le non-soi et la vacuité. Quelquefois, je pensais la vacuité, donc ça peut s'adresser au non-soi des phénomènes. C'est-à-dire, dans les écoles Mahayana, on parle de la vacuité. Dans les autres, on parle du non-soi. Donc, Geshe-la a dit, c'est pas si clair. Il a dit, par exemple, chez les Svatandrika, les Madhyamika Svatandrika, quand on parle de vacuité, on parle de non-soi des phénomènes, en fait.
fait, c'est vrai. Hein. Mais il dit, c'est pas évident pour les autres écoles. Hein. En général, quand on parle de vacuité, ça peut faire référence au non-soi de la personne ou des phénomènes. Donc, il n'a pas été catégorique. Hein. Donc il faut être conscient que dans certains cas, ça peut vouloir dire la même chose, le non-soi et la vacuité, et dans d'autres cas, c'est pas forcément... Bon, si on fouille un peu techniquement, en bref, c'est la même chose, il ne faut pas s'inquiéter. Mais si on fouille un peu techniquement, ça peut être un peu différent. Hein. Quelquefois, ça peut se référer juste... vacuité peut se référer juste au non-soi des phénomènes. Donc, il y a deux divisions des vérités ultimes. Hein. Le non-soi subtil des phénomènes, le non-soi subtil de la personne. Et donc ici, on a parlé du non-soi subtil des phénomènes. Et alors, il y a deux définitions du non-soi subtil des phénomènes chez les Chittamatra. Donc, vous l'avez à la fin de la page 17. Hein, donc, une vacuité qui est une absence d'altérité substantielle de la forme et de la perception avérée l'appréhendant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, qu'il y a une absence de différence d'entité entre la forme et la perception avérée qui apprennent la forme. Ben, c'est ce qu'on a dit déjà. Hein. Il n'y a pas de... Ça veut dire que l'objet et le sujet ne sont pas des substances distinctes. Hein. C'est juste dit de façon un peu plus élaborée, l'absence d'altérité substantielle, ça veut dire la forme et la conscience qui l'appréhende ne sont pas des substances différentes, hein, pas des entités différentes. Apparemment, je n'ai pas regardé le tibétain, ici on dit substances, dans ce texte, quelquefois on dit des entités. Hein. Donc ça c'est un niveau. Et alors celui-là, je l'ai dit, il est lié à des perceptions sensorielles. Ici, Kyepchung Chung, oui, direct. Mais bon, sensoriel et leurs objets, ça veut dire que l'extension est faible, ça veut dire que c'est simplement en relation avec les objets des sens. Les objets des sens. Ça veut dire que ça n'inclut pas, le recouvrement est très limité, ça ne traite que des objets sensoriels, ça ne traite pas, cette définition, elle ne couvre pas tout ce qui existe, elle couvre les objets sensoriels. Hein. Alors, je ne sais pas si j'ai marqué, si ça fait sens, qu'est-ce que j'ai marqué ? En relation avec ces 5 objets des sens, ce qui apparaît comme existant véritablement en soi à l'extérieur. La perception et l'objet sont de la nature de l'esprit. En fait, il n'en est rien. Cet objet est la conscience de la nature de l'esprit. Bon, en fait, c'est ce qu'on a dit, la perception. Donc, à la fois la perception et l'objet, tous les deux sont de la même nature et tout est de la nature de l'esprit. Et comment il a défini ? Comment on définit le fait que les choses sont de la nature de l'esprit ? Micro ? Hein ? Phénomène imputé. Ici, les phénomènes sont de la nature de l'esprit. Pourquoi ? Parce que c'est une même graine karmique qui, en mûrissant, donne les deux phénomènes, hein, la conscience et l'objet perçu. Par exemple, quand je vois ce réveil, hein, pourquoi le réveil, l'objet, est la même nature que la conscience, hein, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de la maturation de la même graine, hein, viennent en existence en même temps l'objet et le sujet, hein, la conscience et l'objet. C'est comme ça qu'on explique dans cette école le fait que ce soit la même substance. Donc, non, cet objet qui apparaît, des objets extérieurs, n'existe pas. Les choses sont vides de cela. L'existence en soi, de son propre... Donc là, ça allait vite, mes notes ne sont pas très bonnes, mais l'existence en soi de son propre côté, comme étant un objet extérieur, en vérité, il n'en est pas ainsi. L'absence de l'objet existant de son propre côté. Objet de perception sensorielle. Et tous les autres phénomènes sont de la nature de l'esprit. Ensuite, il y a le deuxième non-soi subtil des phénomènes. Hein, donc une vacuité qui est une absence d'existence de par ses caractéristiques propres de la forme en tant que base à laquelle est appliqué le terme forme. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire que
cette vacuité, deuxième, vacuité, le non-soi subtil des phénomènes. Donc ces deux, ils sont équivalents. Il n'y a pas de différence de subtilité. Si vous réfléchissez, en fait, ils reviennent à la même chose. Alors, une vacuité qui est une absence d'existence de par ses propres caractéristiques, de la forme, en tant que référent pour son nom. En tant que base à laquelle est appliqué le terme forme, ça veut dire que ce réveil, il existe de son propre côté, en tant que référent pour le nom, en tant que base, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça revient tout au même. De son propre côté, de ses propres caractéristiques, c'est la base pour recevoir le non-réveil. Donc la vacuité de ça, c'est le non-soi des phénomènes. Deuxième définition du non-soi des phénomènes. Non-soi subtil des phénomènes. Ça a un rapport, oui, avec les perceptions représentatives. Donc, ce qui montre que, en tant que base pour son propre nom, elle n'existe pas en tant que donc l'objet n'existe pas en tant que base pour son propre nom. Ici, le recouvrement est complet, c'est-à-dire que cette définition peut s'appliquer à tous les phénomènes, y compris les phénomènes permanents, etc. Alors que le recouvrement ne traitait que cela ne s'appliquait que l'objet sensoriel, c'est-à-dire aux phénomènes impermanents. Tandis que quand on décrit comme ça inclut tous les phénomènes, ce non-soi. Par exemple, l'espace composé. Donc ça, hier, il s'est arrêté là, Geshe-la. Alors, ensuite, le non-soi de la personne, le non-soi subtil de la personne, la vacuité qui est l'absence d'existence autonome et substantielle de la personne. Donc c'est la même chose que dans les deux autres écoles. Dans les Vaibhashika et les Sautrantrika, il y a aussi un aspect grossier et subtil du non-soi des personnes. Et dans les deux, c'est pareil. Le grossier, vous avez ça dans les tableaux aussi. Maintenant qu'on étudie un peu plus, vous pouvez vous référer aux tableaux, vous allez comprendre plus les tableaux. Donc, la vacuité d'un soi d'une personne permanente, unitaire et indépendante, ça c'est le non-soi grossier. Et puis l'autre, c'est l'absence en fait d'existence autonome et substantielle de la personne. Ça, c'est le non-soi subtil. Donc Geshe-la a fait aussi une aparté quand il a parlé des Sautrantika. Il a dit que entre les Sautrantika et les Vaibhashika, il y avait une différence quand on parlait de permanent ou impermanent. Que quelque chose était pas permanent, il y a une différence pour expliquer l'impermanence. Chez les Vaibhashika, quand ils parlent d'impermanence, ils parlent quand même d'un phénomène qui arrive à exister, qui reste et qui dépérit. À des moments différents. Tandis qu'à partir des Sautrantika, quand on parle d'impermanence subtile, et ça c'est vrai pour toutes les écoles, on ne dit pas qu'il y a quelque chose qui vient, qui reste et qui disparaît après. On dit que dès le moment de sa conception, l'objet, il est impermanent. C'est-à-dire qu'il a tout pour déjà dépérir, et donc il dépérit en même temps qu'il est né. C'est le début de la fin, dès le début. Donc ça c'est... je voulais vous dire, oui, parce qu'on a fait la méditation un peu sur le... je ne sais pas si on va avoir le temps de faire ça, mais la différence entre parce que bon, Geshe-la en a parlé, mais moi j'ai été un peu confuse avec ça. Mais peut-être je vous le dis quand même. Enfin, moi j'ai trouvé dans les livres. Mais je pense que c'est la même chose de toute façon. Mais au lieu de reprendre les notes, je vais vous dire... le non-soi grossier, en général, ce qu'on dit, le non-soi grossier, donc, ou un jeu qui correspond à la saisie grossière de la personne. La saisie de la personne au niveau grossier. C'est quelque chose d'acquis, c'est pas quelque chose d'inné. Et alors, c'est un jeu qui est conçu comme étant séparé des agrégats. Sa nature est autre que les agrégats. On dit qu'il a l'air de porter les agrégats comme une personne porte un fardeau. Comme une entité stable qui continue
En fait, c'est comme une entité stable qui continue du début à la fin de la vie. Quelque chose de permanent, hein, qui soutient l'incarnation et qui continue aussi de vie en vie, hein, qui est quelque chose donc de permanent, de stable. Hein. Voilà. Et donc, sa nature est autre que les agrégats. Et bon, il est quand même dans les agrégats, en relation avec les agrégats, mais séparé, sa nature est autre. Hein. Et ça, on dit c'est acquis. C'est acquis par des... c'est pas naturel. On l'a appris, ça. Hein, on l'a appris. Tandis que le subtil est quelque chose d'inné, qu'on n'a pas appris, qui est là. Hein, et... Parce que quand on parle d'identifier l'objet à réfuter, comme on a fait dans la méditation tout à l'heure, hein, il peut y avoir différents niveaux. Donc, il peut y avoir ce niveau. Donc, quand vous faites la méditation, il faudrait essayer d'identifier ces deux niveaux, par exemple. Hein. Donc, le premier, comme on l'a dit, le deuxième est plus subtil. Donc, c'est un jeu qui fait partie des agrégats, tout en ayant un statut différent. Donc, il est plus proche, il est plus mélangé avec les agrégats. L'image qui est donnée, on dit, c'est comme le chef des marchands. Hein. Il y a un groupe de marchands, qui c'est les agrégats, et le jeu, c'est un marchand, il fait partie des agrégats, hein, mais il a un statut différent, c'est le chef, comme le chef des marchands. Hein. Ou alors comme un président à l'égard des citoyens. Un président de la République, c'est un citoyen, mais il a un rôle de gouverneur, hein, de gouverner, de diriger, de dominer par rapport aux citoyens. Comme le chef du marchand. Et donc ce jeu, hein, il n'est pas séparé des agrégats, mais il sort du lot. Hein, et il est dominant. Donc il y a une différence entre les deux. C'est intéressant d'essayer par la méditation justement de voir. Hein, ça c'est des choses qu'on a dans notre continuum mental. Après, on arrive à la vérité conventionnelle. Donc, c'est ce qui est réalisé par la perception avérée, c'est-à-dire le sujet principal de l'objet observé. Ce qui est réalisé par la perception avérée directe, qui le réalise directement, accompagné de l'apparence dualiste. Donc, on a parlé de la vérité ultime tout à l'heure. Hein, ce qui était réalisé directement lorsque l'apparence dualiste a disparu. Hein, ça c'est ultime et c'est la vacuité. Et en fait là c'est les autres phénomènes qui sont réalisés par la perception avérée qui les réalise directement, mais accompagnés d'apparences dualistes, les mêmes dont on a parlé tout à l'heure. Alors, il y a deux types de... Alors là, c'est bien parce que ça va nous amener aussi à parler des trois natures selon les Citta-Matras. Ils divisent aussi donc, tous les existants en deux vérités et aussi en trois natures. Donc les deux vérités et les trois natures doivent rentrer dans les deux vérités. Les trois caractéristiques, pardon. Elle a utilisé le mot caractéristique, d'accord. Quelquefois, vous trouverez trois natures dans certains textes. Hein. Elle a utilisé, oui, c'est ce que dit Geshe là aussi. Les trois caractéristiques. C'est ça, oui. Alors, il y a deux types de vérités conventionnelles. Les phénomènes dépendants, hein, et les phénomènes imputés, les vérités conventionnelles qui sont incluses dans les phénomènes imputés. Alors ici, si je lis mes notes, d'ailleurs, il a dit à cette perception, quand on parle de la définition d'une vérité conventionnelle, à cette perception s'élève la dichotomie, l'objet séparé de sujet et l'existence réelle, hein, c'est-à-dire les apparences dualistes. Le caractère trompeur est qu'elle perçoit l'apparence dualiste. Hein. Donc les phénomènes dépendants, c'est-à-dire les phénomènes efficients, impermanents, hein, et le deuxième, les vérités conventionnelles qui sont incluses dans les phénomènes imputés. Donc ce que dit Geshe là, il a dit les permanents autres que les vacuités. Hein, on peut retenir ça. Donc
les phénomènes dépendants. Dans les vérités conventionnelles, il y a les phénomènes dépendants, donc c'est-à-dire, alors là, il est venu à définir tout ça. Donc je vais lire mes notes. Donc, les phénomènes dépendants, ce sont les phénomènes efficients et permanents, qui sont sujets soumis à des causes et des conditions pour exister. C'est pour ça qu'ils sont dépendants. C'est tout ce qui est impermanent. Et les permanents autres que la vacuité, par exemple l'espace non composé, une image mentale, le pôle négatif de la fleur, tout ça. Donc tous ces permanents autres que la vacuité, ce sont des phénomènes imputés. Et qu'est-ce qui reste? Donc ça, c'est les phénomènes conventionnels, la vérité conventionnelle chez les Shambhatra, les phénomènes dépendants, les phénomènes imputés, c'est-à-dire imputés tout ce qui est permanent sauf la vacuité. Et la vacuité, elle, c'est la vérité ultime. De cette façon, vous avez les trois caractéristiques incluses dans les deux vérités. Oui, voilà. Donc la vérité ultime, c'est le phénomène parfaitement établi. C'est ça la troisième caractéristique. Donc, oui, Geshe a expliqué, les phénomènes dépendants, c'est ça, qui sont soumis à des causes et des conditions pour exister. Les phénomènes imputés, ils sont simplement désignés par une conception représentative. Donc, les phénomènes efficients accomplissent une fonction. La vérité ultime, c'est le phénomène parfaitement établi. Donc, ce sont les trois caractéristiques. Le phénomène parfaitement établi, la vérité ultime, c'est la vacuité. Si on analyse un phénomène, ce qui est établi, ce qu'on trouve à la fin, la conclusion, c'est ça, c'est parfaitement établi, c'est la vacuité. Et donc chez les Chittamatra, ces trois caractéristiques sont liées à tous les phénomènes. Donc c'est là que Valérie a beaucoup hésité et qu'elle s'est lancée à l'eau. Et bon, je pense qu'elle va revenir là-dessus. Bon, j'ai essayé d'en parler avec Geshe-la. Je ne sais pas si... ce serait peut-être mieux que je la laisse dire parce que comme ça, sinon ça risque de créer des confusions. Quand même, je vais essayer quelque chose là. En général, on dit, moi j'ai entendu dire, et on voit aussi quelquefois dans les livres, que en fait... le yondrup, le phénomène parfaitement établi, la vacuité, c'est l'absence du phénomène imputé sur le phénomène dépendant. En fait, il a dit ça Geshe-la aussi. Il a dit que comme base de vacuité, où c'est que j'ai écrit ça? La base de vacuité. La base de la vacuité, la base d'un phénomène parfaitement établi, c'est nécessairement un phénomène dépendant. Et en fait, on définit le phénomène parfaitement établi, la vacuité, comme l'absence du phénomène imputé sur le phénomène dépendant. Et ça, c'est la vacuité. Et c'est de cette façon qu'on établit les trois sur un phénomène. Donc quand j'ai dit ça à Geshe-la, il a dit « Oh là là, c'est trop facile ça !» Il n'a pas dit c'est trop facile, mais il a dit c'est un peu réducteur. Parce qu'en fait, ça revient à ça, mais c'était un peu plus compliqué son explication. Donc, un phénomène existant indépendamment de la perception qui le perçoit, cet objet n'existe pas. Un objet qui existe indépendamment de la perception qui le perçoit, c'est le gagja, c'est l'objet à réfuter. Une autre façon de le dire, et la façon dont Geshe-la l'a expliqué, il a dit qu'un objet qui est le référent par ses propres caractéristiques de son nom, c'est toujours l'objet à réfuter, qui correspond aux deux. On a parlé de définition du non-soi des phénomènes. Vous n'avez pas l'air de suivre trop là.
Hein. L'objet à réfuter dans le non-soi des phénomènes, c'est quoi? C'est un phénomène qui existe par ses propres caractéristiques comme la base de son nom, ou comme référent pour son nom. Valérie, elle a utilisé cette traduction. Hein, comme l'objet qui est référent par ses propres caractéristiques. Hein. Sur ce réveil, hein, il y a un réveil qui est le référent pour son nom par ses propres caractéristiques, parce qu'il apparaît comme ça, ou il apparaît comme un objet extérieur. Ça correspond aux deux types, c'est-à-dire il apparaît comme un objet qui a une substance ou une entité différente de la conscience. On nie ça. Hein. On nie que c'est un objet différent, substantiellement différent, qui est une autre entité que la conscience. Il nous apparaît comme une autre entité, mais en fait, ça c'est à réfuter pour le non-soi. Hein. Donc, on nie aussi que c'est le référent par ses propres caractéristiques. C'est les mots qu'emploie. Hein. C'est-à-dire que c'est la base par ses propres caractéristiques pour recevoir ce nom. Hein. Donc, c'est ça le gagja, l'objet à réfuter. Ça, c'est un phénomène imputé sur le réveil. Hein. Et la vacuité de ça, quand on parle du non-soi, quand on réfute cet objet à réfuter, sur le réveil, c'est la vacuité du réveil, hein, le non-soi de ce phénomène. Et il y a trois choses. Il y a le phénomène, c'est un phénomène dépendant, hein, impermanent. Il y a ce qui est imputé sur lui, c'est l'objet de négation, c'est un concept, hein, et c'est qu'il existe comme un objet extérieur qui a sa propre entité différente de l'entité de la conscience, hein, et aussi que c'est la base pour son nom, c'est-à-dire par ses propres caractéristiques, de son côté, il existe comme base pour recevoir son nom, comme référent. Quand on dit référent, parce que c'est ce qu'elle dit, référent, ça veut dire la base pour recevoir ce nom, hein, le référent. Hein. Et donc cet objet de négation, il est kunta, il est imputé, phénomène imputé. Et donc quand on réfute, hein, la vacuité de ce phénomène imputé sur ce phénomène dépendant, impermanent, ça c'est la vacuité qui est du réveil, le phénomène parfaitement établi. C'est pas si difficile. Hein? Bon, je pense qu'elle va y revenir, Valérie, je suppose. Hein. Il est 4 heures. Merci. Si vous avez des questions, écrivez-les. Je ne sais pas si Geshe-la aura le temps d'y répondre. Mais vous pouvez les écrire et